l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous regardez sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information, les titres de ce journal. Dans l'actualité au Mali, suite à l'arrestation du directeur de publication du journal Le Républicain par les services de renseignement, la presse privée dans son ensemble a décidé d'observer des journées presse mortes. Vous entendrez dans ce journal le président du groupement de la presse écrite. Sénatoriale, les femmes à l'assaut du Sénat, elles ambitionnent de conquérir la chambre haute du Parlement. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé au Cameroun, les femmes ont insisté sur l'importance de leur rôle dans la vie politique. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 a secoué la côte est du Japon. Il provoqua un tsunami. Entre 15 et 20 000 personnes ont péri ou disparu sur le coup. 2 ans après, le Japon a rendu hommage. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est sur le Mali que nous ouvrons cette édition. Suite à l'arrestation du directeur de publication du journal Le Républicain par les services de renseignement le 6 mars dernier à Bamako, la presse privée dans son ensemble a décidé d'observer des journées presse morte. Et cela jusqu'à la libération du confrère Boukari Daou. Une décision prise ce lundi au cours d'une assemblée générale. Écoutons à présent le président du groupement de la presse écrite. Il est au micro de Aminata Mariko. La décision d'observer des journées sans presse fait suite à toutes les démarches infructueuses que nous avons entreprises depuis l'arrestation de notre confrère Ndaou. Le mercredi, lorsqu'il a été interpellé, déjà nous avons informé les autorités compétentes que, quelle que soit la situation, notre pays ne peut pas se donner le luxe d'avoir un journaliste emprisonné ou interpellé par les services de sécurité. Et la presse privée s'est réunie dans son ensemble ce matin à la maison de la presse pour décider 3 choses. Premièrement, nous observerons des journées presse mortes, journées radio, jusqu'à la libération totale, jusqu'à la libération définitive de notre confrère. C'est-à-dire que les journaux ne paraîtront pas, les radios ne mettront pas sur l'ensemble du territoire, en tout cas les privés, jusqu'à la libération de Ndaou. Deuxièmement, la presse privée gèle ses rapports avec les autorités jusqu'à la libération de notre confrère Boukari Ndaou du Républicain. Et troisième décision, jusqu'à cette libération, nous ne couvrirons aucune activité relevant des institutions. C'est des mesures fortes, c'est des mesures responsables. Nous ne pouvons pas manifester parce qu'il y a état de siège. Nous ne pouvons pas marcher ni faire des sittings. Alors, en toute responsabilité, voilà les mesures que nous avons prises. Et éventuellement, nous restons dans le cadre du droit et de la légalité. Voilà, en raison des journées presse morte au Mali, vous ne pourrez pas suivre les éditions Afrique Midi et Afrique Soir de ce mardi. Nous poursuivons toujours avec l'actualité au Mali. Les membres de l'Union des sociétés d'habitat du Mali se sont réunis ce matin avec les représentants de leur ministère de tutelle pour la 7e session de leur conseil d'administration. La rencontre a permis de faire une évaluation des 12 mois d'activité ayant pris fin récemment. Par ailleurs, après avoir énoncé les perspectives de l'année en cours, le président de la CONASCO a noté que l'engagement et la cohésion des membres seraient le seul gage pour relever les nouveaux défis. Écoutons à présent Moussa Koné au micro de Nadia Apéadi et Daouda Doumbia. Nous plaçons l'année 2013 sous le signe du membership. Il ne s'agit plus pour nous de leadership, puisque nous l'avons déjà au sein des coopératives. Il y a des leaders qui ont fait qu'aujourd'hui,
le mouvement coopératif s'est émergé sur l'échiquier national et international. Ce qui reste aujourd'hui à faire, surtout au sein des coopératives, c'est le membership, c'est-à-dire que les membres s'engagent dans la gestion de leur entreprise, que les membres s'engagent à tous les niveaux dans les activités de leur coopérative. C'est cela qui est recherché aujourd'hui, en plus des moyens financiers pour la réalisation de nos programmes. L'actualité au Sénégal, l'Agence française de développement appuie une seconde fois la Confemène dans son programme pour un système éducatif de qualité pour ses pays membres. Une convention de financement est signée à Dakar, au Sénégal, entre les deux structures, d'un montant de 4 millions d'euros non remboursables. Le reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Mamadou Dieye, Mbendambay et Antoumar. L'évolution quantitative de l'accès à l'éducation n'est pas toujours suivie d'une évolution qualitative, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne. C'est pour corriger ce déséquilibre que le PASEC intervient depuis sa mise en œuvre pour fournir aux pays de la Confemène les outils et renforcements de capacités nécessaires pour améliorer l'offre éducative. D'où ce second appui financier de l'AFD d'un montant global de 4 millions d'euros. Le renforcement de la qualité des apprentissages, vous le savez mieux que moi, est devenu au fil des années un enjeu crucial. Autrement dit, il s'agit de mieux prendre en compte les objectifs de résultats à côté des objectifs de moyens. Il est donc essentiel que les États membres de la Confemène s'en donnent les moyens d'évaluer de mieux en mieux les résultats qualitatifs de leurs politiques et pour mieux piloter ces politiques. Le programme PASEC s'attache à répondre à ces besoins depuis 20 ans. Il s'agit dans ce programme d'initier des tests en début et en fin de deuxième et de sixième année du primaire pour mesurer l'apport de l'année écoulée sur les performances des élèves. En plus des évaluations groupées, le présent financement de l'AFD contribue à la mise en place de la réforme de la gouvernance du PASEC, à l'amélioration et au renforcement de l'efficacité du comité scientifique du programme, au renforcement des capacités techniques des équipes nationales et de l'équipe PASEC. En 2014, 10 pays membres de la Confemène vont participer à la première session groupée d'enquête du programme. Ces pays, ce sont le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad et le Togo. Nous restons toujours au Sénégal. Dans le cadre de la promotion sociale de la femme migrante, l'association communautaire des résidents maliens au Sénégal, dénommée Fraternité Action AFA, a célébré la journée internationale de la femme vendredi dernier à Diamniadio. L'occasion était aussi de remercier le Sénégal et son armée. La manifestation a été présidée par l'ambassadeur du Mali au Sénégal. Le reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Louis-Tina Sagnan, Souleymane, Anne et Antoumar. La communauté malienne vivant au Sénégal joue les prolongations de la journée du 8 mars dédiée aux femmes. L'occasion est saisie pour remercier l'État du Sénégal et son armée pour son soutien à la libération du Nord Mali. J'ai été témoin de toute la sympathie, de toute la présence des Sénégalais à nos côtés. Donc qu'ils soient sur le terrain pour se battre pour le Mali et pour eux-mêmes. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Donc nous remercions le Sénégal, nous remercions le président Macky Sall. L'ambassadeur du Mali au Sénégal, accompagné de sa dame pour l'occasion, prie pour la paix dans le monde, en particulier au Mali. Il lance aussi un appel à toutes les armées africaines pour le retour définitif de la paix dans le nord du Mali. Je salue les femmes maliennes, je salue les femmes sénégalaises, je salue les femmes africaines, je salue les femmes à travers le monde en ce 8 mars, journée anniversaire du droit des femmes. J'en profite pour dire qu'il faut soutenir notre armée nationale, mais il faut aussi soutenir les armées des pays amis qui sont auprès du Mali, l'armée française, les armées des pays de la CEDEAO, l'armée tchadienne, et remercier tous les pays qui nous assistent. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'un dialogue intercommunautaire pour la recherche d'une cohabitation pacifique interethnique au nord du Mali en période de conflit.
Dans le reste de l'actualité, le Cameroun, pour parler de sénatorial. Les femmes ambitionnent de conquérir la chambre haute du Parlement par la voie de l'association More Women in Politique. Plus de femmes en politique. Durant une conférence de presse à Yaoundé, les femmes ont insisté sur l'importance de leur rôle dans la vie politique. Voilà les sénatoriales qui arrivent. Les QG des partis politiques sont en branle pour élaborer les mécanismes de désignation des candidats et surtout respecter les équilibres sociologiques. Un souci qui est très cher aux femmes. Elles ne veulent pas jouer les figurantes ou les bouches-trous. Nous voulons que les femmes interviennent dans le développement local. Lorsque les femmes s'engagent avec minutie, avec autorité et surtout avec discernement, il n'y a pas de gaspillage dans la gestion. Elles ont cette audace, elles ont cette autorité à discerner ce qui est bon ou mauvais pour le développement de la nation. Les femmes et les hommes des médias ont été fortement interpellés sur leur rôle à la construction d'une démocratie tout au long du débat animé par les responsables des organes spécialisés des Nations Unies, notamment l'ONU Femmes, du réseau More Women in Politics et des journalistes professionnels. Donner le message clé de la participation politique des femmes aux médias pour qu'ils les relaient auprès des partis politiques. Et nous avons pensé qu'il était de bon ton que nous appelions une fois de plus les femmes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que c'est en réalisant, c'est en consolidant le poids électoral que nous avons réussi à obtenir à travers différents scrutins, que nous allons maintenir cette force de négociation qui est le poids électoral. La Constitution et le Code électoral notamment garantissent une participation effective des femmes à tous les scrutins. Les textes sont là, reste aux hommes, ou plutôt aux hommes et femmes, de les mettre en application. Et maintenant, parlons d'un véritable phénomène de société. Flâner dans les boutiques, admirer, dénicher, afin de dépenser un peu ou beaucoup d'argent. Pour la plupart des femmes, shopping rime avec détente. Alors, les femmes sont-elles plus accros aux achats que les hommes, ou s'agit-il d'un simple cliché? Élément de réponse dans ce reportage. Le shopping est le péché mignon des femmes. Jusque-là, on ne vous apprend rien. Mais qu'en est-il de ce cliché qui fait d'elles d'incorrigibles dépensières? Il est bon de rappeler que les femmes tiennent la plupart du temps les cordons de la bourse du foyer. De ce fait, elles dépensent plus d'argent. D'ailleurs, les études le confirment. En tout, elles prennent en charge 70% des dépenses familiales. Il est donc normal qu'elles donnent l'impression de toujours sortir la carte bleue. Le shopping, c'est une référence d'élégance, de la beauté, de l'attirance. On est les filles, on est comme ça, c'est normal. On n'est pas accro au shopping. On passe une semaine de stress à courir dans tous les sens le boulot, à s'occuper des enfants, et donc le seul échappatoire qu'on a, c'est de sortir un peu, faire un peu de shopping. Donc c'est pas vraiment parce qu'on n'est pas intelligente qu'on est accro au shopping, ça n'a rien à voir, c'est très différent. Elles ont le monopole en ce qui concerne les achats, le choix des vêtements des enfants. Les choses ont changé maintenant, c'est moi qui garde les enfants. Les femmes dépensent beaucoup d'argent. C'est la nature des femmes. Si certaines femmes se contentent d'assouvir leur passion pour le shopping par de petits achats occasionnels, d'autres ont décidé d'en faire leur métier. C'est le cas de Yasmine. Son blog dédié à la mode et aux dernières tendances a attiré depuis sa création en 2011 plus de 54 000 visiteurs. L'idée de créer un blog, elle m'était venue il y a très longtemps. En fait, c'est pas encore ancré au Maroc. Malgré le fait qu'il y ait maintenant de plus en plus de marques qui font passer leur message par des blogueurs et des blogueuses. Donc on se rend compte que ça commence de plus en plus à être démocratisé. Donc je crois que ça va aller vers ça. Donc même au Maroc, être blogueur comme métier. Contrairement aux stéréotypes sur les femmes et le shopping, les données récentes indiquent que les hommes dépensent tout autant que les femmes, surtout maintenant qu'ils peuvent faire leurs achats sur Internet. Et dans un tout autre registre, le Vatican s'apprête à élire son 266e pape. Le conclave s'ouvre demain pour désigner le successeur de Benoît XVI. En attendant, les 115 cardinaux électeurs ont achevé ce lundi les congrégations générales qui leur ont permis de mieux se connaître. Dès demain, c'est donc enfermé à clé dans la chapelle Sixtine, comme le veut la tradition. À présent, les derniers préparatifs. À quelques heures du début du conclave, ce sont les derniers préparatifs place Saint-Pierre, comme ici sur le balcon où apparaîtra le prochain pape.
Chacun immortalise le moment. Ce jeune couple de Français a le sentiment de vivre des moments historiques. Là, il y a des journalistes partout, on voit que tout le monde s'excite un petit peu. Il y a de plus en plus de monde qui afflue autour du Vatican. On sent vraiment que l'ambiance, si je puis l'exprimer ainsi, mais l'effervescence commence vraiment à monter, là, effectivement. Durant la semaine du conclave, 100 000 fidèles supplémentaires par jour sont attendus. Ce groupe de lycéens de Vichy est venu passer la semaine à Rome. La visite commence bien sûr par la basilique Saint-Pierre. On leur montre bien évidemment la place Saint-Pierre. On pense se faire au chapelle Sixtine. Malheureusement, nous n'irons pas accès. Alors, le premier qui trouve la cheminée a gagné. Le premier réflexe en arrivant, c'est de chercher la cheminée de la chapelle Sixtine qui annoncera la nomination du pape. Quelque part par là-bas. Ouais, mais une indication, elle est petite. Et ce n'est pas si évident à trouver. La dernière fenêtre en haut à droite. C'est l'un des titres de cette édition. Il y a 2 ans, jour pour jour, le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 a secoué la côte est du Japon. Il provoqua un tsunami puis une catastrophe nucléaire dans la centrale de Fukushima. Entre 15 et 20 000 personnes périrent ou disparurent sur le coup. Aujourd'hui, le Japon a rendu hommage. C'est à cette minute précise, il y a 2 ans, qu'un tremblement de terre de magnitude 9 a secoué le pays, provoquant un gigantesque tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima. Comme l'année passée, l'empereur Akihito, qui préside la cérémonie de commémoration à Tokyo, a appelé ses concitoyens à ne pas oublier les victimes et à sensibiliser les prochaines générations. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, élu en décembre dernier malgré ses positions pro-nucléaires, s'est engagé pour l'avenir. Le Japon ne connaîtra pas de véritable printemps tant que le printemps ne sera pas revenu dans le nord-est. Je promets de ne jamais oublier le poids de chaque jour et d'accélérer la reconstruction de la région. Dans ces zones du nord-est japonais sinistrées par le tsunami, le temps s'est également arrêté. Ce 11 mars n'est qu'un jour de deuil supplémentaire pour les proches des 15 880 morts et ceux des 2694 autres personnes dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Je sens que mon fils est toujours là, quelque part. Je suis vieux maintenant, mais je veux tenir encore 5 ou 10 ans pour mon fils. Au siège de TEPCO à Tokyo, les employés se plient une nouvelle fois à un exercice de contrition. L'entreprise a été accusée de négligence alors qu'elle gérait la centrale nucléaire de Fukushima, endommagée par le tsunami et d'où se sont échappées des fuites radioactives. Je voudrais encore une fois m'excuser du plus profond de mon cœur pour tous les désagréments, les peurs et les souffrances que nous avons causées. Il faudra 40 ans pour démanteler les réacteurs de la centrale de Fukushima, alors que des cas de cancer se multiplient dans la zone. Dans l'ensemble du pays, 2 ans après la catastrophe, 315 000 personnes sont toujours abritées dans des logements provisoires. En Syrie, tous les jours, les violences et les raids se poursuivent. Après la région de Damas, la ville symbole de Homs a été attaquée de nouveau par les rebelles. Dans l'Est et le Nord, Bachar al-Assad semble convaincu de sa victoire et reste plus jamais que déterminé. Voyez l'évolution et le parcours de cet ancien médecin depuis son accession au pouvoir il y a 13 ans. Bachar al-Assad devient président de la Syrie en juillet 2000. Ophtalmologiste de profession, il n'était pas prédestiné à la politique. Son destin change quand son frère Bassel, héritier désigné du régime, meurt dans un accident en 1994. La mort de Bassel a mené Bachar al-Assad à quitter Londres pour rentrer chez lui. Doucement, il a commencé à s'impliquer en politique jusqu'à la mort de son père. À 34 ans, Bachar hérite d'un régime taillé sur mesure pour le clan Assad que son père a dirigé pendant 30 ans. Un régime basé sur la domination de la secte alaouite sur la majorité sunnite du pays. À ses débuts, Bachar est perçu comme un moderniste, prêt à mettre en œuvre les réformes économiques tant attendues. Un élan rapidement stoppé sous la pression des caciques du régime. Au lieu d'engager un dialogue pour réformer, il a décidé d'utiliser les mêmes tactiques qui étaient utilisées par son père au début des années 1980. En mars 2011, alors que les Syriens, inspirés par le printemps arabe, manifestent,
les forces armées débutent une campagne de répression sanglante. Bachar al-Assad devient l'un des leaders les plus impitoyables de la région. Ce qui se passe en interne est clair pour celui qui veut voir. Mais régionalement, il y a des gens qui essayent de préparer la partition du pays et de l'affaiblir. Il y a des gens qui arment les criminels et d'autres qui les soutiennent et les entraînent. Lâché par la majeure partie de la communauté internationale, Assad continue d'affirmer qu'il se battra jusqu'au bout. Son père Hafez est resté dans l'histoire pour avoir massacré plus de 10 000 dissidents de la ville de Hama en 1982. Avec la répression engagée en 2011, Bachar s'inscrit plus que jamais dans l'héritage de la dynastie Assad. C'est sur ce dossier syrien que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes contenus sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.